Bonjour à tous, de retour en direct depuis Nicosie, cette île de Chypre où le pape Benoît XVI entame sa deuxième journée pour ce voyage, ce pèlerinage sur cette terre dont on parle dans le livre des Actes des Apôtres. Si vous avez suivi avec nous cette célébration œcuménique, vous avez pu entendre ce texte des Actes des Apôtres qui s'est déroulé sur cette île ici à Paphos. Alors le pape a quitté Paphos hier après cette célébration œcuménique et a parcouru les 170 km qui séparent Paphos de Nicosie. Nicosie est la capitale divisée de l'île. Nous sommes au palais du président de la République où le Saint-Père et le président de la République viennent d'avoir un entretien privé pendant lequel ils ont parlé bien entendu de la situation à Chypre et puis aussi de la situation politique pour toutes les différentes communautés au Proche et au Moyen-Orient. Alors, cette rencontre se fait bien entendu en présence ce matin des patriarches de l'Église orthodoxe et vous le voyez, plusieurs personnalités du monde civil sont rassemblées sous cette tente où un orchestre de jeunes joue les principaux morceaux bien connus de la musique chypriote. Alors le président de la République, M. Demetris Christofias et son épouse Elsie Chiratou ont donc reçu le Saint-Père et sa suite. On voit le cardinal Berton présent ainsi que le père Lombardi, Monseigneur Fouad, le patriarche latin de Jérusalem et puis l'évêque maronite de Chypre qui sont présents ici puisque l'un et l'autre sont évêques, l'un pour les latins puisque vous savez que le patriarche de Jérusalem a non seulement le territoire de la ville sainte mais aussi tout l'État d'Israël, les territoires palestiniens, la Jordanie et Chypre dont il a l'autorité de pasteur. Le cardinal Berton est assis du patriarche Chrysostomos II, dans cette île où, vous le savez, 70% des habitants sont grecs orthodoxes, avec une petite communauté catholique, essentiellement maronite, latine, et puis aussi une petite communauté arménienne apostolique et aussi arménienne catholique. Alors le palais présidentiel a été autrefois le Government House, la résidence du gouverneur britannique de Chypre au cours de la domination britannique. C'était entre 1878 et 1960. Et le Saint-Père a dédicacé le livre d'or après l'entretien privé entre le président et son épouse. Alors vous le savez, le statut de Chypre avec une partie grecque chypriote avec une république autonome et une autre partie qui est sous domination turque impose le partage de l'île par une ligne verte. Et le Saint-Père a passé la nuit à l'Annonciature qui est située dans cette zone verte, cette ligne verte. Et ce soir, le Saint-Père célébrera la messe à l'église Sainte-Croix, tout à côté de l'Annonciature. Et pour une des premières fois, le Saint-Père a passé la nuit sous la protection des gardes de l'ONU, puisque cette ligne verte est une véritable ligne
de séparation entre les deux communautés, avec quelques villages et surtout beaucoup de nature et des campagnes, d'où cette nom de ligne verte de séparation entre les deux côtés de l'île. Voilà, le président de la République chypriote accompagne le Saint-Père dans cet échange de discours officiels que nous allons entendre. Voilà, et vous avez tous reconnu le fameux canon de Pachelbel qui n'est pas de la musique chypriote, vous l'avez bien remarqué. Voilà, avec
On sent un climat serein de dialogue entre le pape et le président de la République. Et maintenant, nous allons écouter le discours du président. Sainteté, c'est un grand honneur pour le gouvernement de la République de Chypre, du peuple de Chypre et de moi-même, de vous souhaiter la bienvenue. Η Κύπρος είναι νησί φιλόξενο. Σας καλωσορίζει και σας αγκαλιάζει θερμά. Souhaite la bienvenue chaleureusement. En raison de sa position géographique, Chypre a toujours été un point de rencontre entre les peuples et les civilisations. Le christianisme orthodoxe vit harmonieusement sur notre île avec les catholiques et les musulmans. Cet héritage et l'ambiance saine qui émane de cette coexistence démontrent que Chypre peut devenir un pont qui unit les différents mondes. Chypre aspire à devenir un modèle pour la civilisation de coexistence, la civilisation du futur. Ce message de paix, envoyé par la conférence interfoi organisée en 2008 par la communauté de Saint-Égidion dans l'église orthodoxe de Chypre, présidée par sa béatitude, l'archevêque de Chypre, Chrysostomos II, est toujours d'actualité. Aucun être humain, aucun peuple, aucune communauté n'est une île. Tout le monde a besoin de tout le monde. Tout le monde a besoin de l'amitié, du pardon et de l'aide de quelqu'un d'autre. Nous partageons un dessein commun, soit que nous vivions ensemble en paix, soit que nous périssions ensemble. Aucune haine, aucun conflit, aucun mur ne peut résister le pouvoir de la prière, du pardon, de l'amour patient qui dirige le dialogue. Le dialogue ne génère pas la faiblesse, mais génère plutôt une nouvelle force. C'est une réelle alternative à la violence. Rien n'est perdu avec le dialogue. Le travail humanitaire du Saint-Siège pour les pauvres est un exemple pour nous tous. C'est pour cette raison, Sainteté, que votre visite est pour moi un moment historique. Et je vous assure du désir de mon pays de développer cette coopération avec le Saint-Siège dans le domaine de l'aide au développement. Nous, ensemble avec votre Sainteté, sommes des voyageurs sur le chemin d'achèvement de la paix et afin d'acquérir une conscience morale universelle, aussi dans la lutte contre la pauvreté, l'exclusion, l'injustice et la famine. Depuis 1973, la République de Chypre a eu des relations diplomatiques avec le Saint-Siège. Depuis l'établissement de notre ambassade au Saint-Siège en 2003, ces relations ont été consolidées et développées. Moi-même, j'ai eu l'honneur de vous visiter au Vatican 2 fois. La première fois en tant que président de la Chambre des représentants et la deuxième fois en tant que président de la République. La mémoire de ces rencontres reste vive. Les relations internationales et la vie politique a besoin de morale stable, de valeurs morales stables, spécialement aujourd'hui, lorsque les effets de la globalisation et des économies ouvertes deviennent évidents. La décadence morale et le dessus que prennent le matérialisme extrême et aussi l'anarchie du marché et la poursuite du profit à tout coût aliènent et l'être humain et la société. Comme vous l'avez sagement souligné en 2008, une démocratie sans valeur peut perdre son âme.
Je suis convaincu de vos paroles. Sainteté, votre visite coïncide avec le 50e anniversaire de l'établissement de la République de Chypre. Votre arrivée en ce temps ajoute de la morale et du précis spirituel pour les célébrations qui sont en train de se dérouler à l'occasion de cet anniversaire. Depuis la première visite de l'apôtre Paul et de Barnabé en 1943, Chypre a toujours été une terre apostolique, avec un attachement chrétien profond. Malheureusement, une grande part de cet héritage culturel et spirituel de Chypre, incluant les tombeaux et les monastères de l'apôtre Barnabé et aussi les monuments maronites religieux continue d'être sous l'occupation de l'armée turque. Cela est particulièrement perturbant parce que pour 36 ans, notre héritage culturel et religieux dans les régions occupées est en train d'être détruit et cela constitue une grande perte pour tous les hommes en général. L'histoire pleine de souffrances de l'île nous donne la force pour rechercher la paix, non seulement pour notre île, mais aussi pour toute la région. Notre proximité avec le Moyen-Orient n'est pas simplement géographique, mais aussi personnelle. Malgré sa longue histoire, Chypre a gagné son indépendance en 1960 et depuis 1974, elle est en train de vivre l'expérience douloureuse d'une occupation militaire de plus de 36% de son territoire. Nicosia demeure la dernière capitale européenne divisée. Je me rappelle que l'année passée, vous aviez dit quand vous visitiez la Terre Sainte que le mur qui y était représentait les images de détresse les plus fortes que vous aviez vues durant votre vie. Je me rappelle aussi que vous avez prié pour la paix, que cette prière pour la paix soit exaucée dans le cas de la Chypre aussi. Je peux vous assurer que depuis mon élection en tant que président de la République de Chypre, j'ai consacré tous mes efforts et je continue de faire tout effort pour l'achèvement d'une solution juste, viable et fonctionnelle au problème chypriote. Le chemin pour cette solution, toutefois, nécessite qu'Ankara change sa politique et qu'elle négocie sur des bases claires pour trouver une solution à ce problème. Une solution qu'on a essayé de trouver avec l'ancien leader turc chypriote Mehmet Ali Talat. Ce travail commun nous donne les éléments d'une solution qui devrait être bizonale, bicommunale, une fédération bicommunale avec une équité politique des deux communautés, comme le décrivent les résolutions des Nations Unies. Cela nous donne aussi des solutions pour la Chypre, qui devrait être un seul État, avec une seule souveraineté, une personnalité internationale unie et une unique citoyenneté. La Turquie a tous ses motifs pour changer sa politique, puisqu'elle cherche à être un membre entier dans l'Union européenne. Le gouvernement de la République de Chypre supporte cette accession de la Turquie à l'Union européenne.
Toutefois, elle n'est pas préparée à tout lui concéder et à aider la Turquie à consolider ses relations avec l'Union européenne, sauf sous une condition, celle que la Turquie respecte ses obligations à l'endroit de l'Union européenne et de tous les membres de cette Union. La communauté internationale doit exercer son influence sur la Turquie en ce temps pour que tout le monde réalise cette paix en Chypre. Sainteté, je souhaite la bienvenue encore une fois en Chypre et dans le palais présidentiel. Que votre séjour soit plaisant et merci. Voilà, voici maintenant le Saint-Père répond au président. Monsieur le Président, je suis heureux, dans le cadre de mon voyage apostolique à Chypre, d'avoir l'opportunité de rencontrer les autorités publiques et civiles de la République ainsi que le membre du corps diplomatique. Je remercie Monsieur le Président Christofas des mots aimables qu'il a eus pour m'accueillir en votre nom et bien volontiers je formule respectueusement en retour mes meilleurs souhaits pour votre importante mission. Je viens juste de déposer un hommage floral au mémorial de l'archevêque Makarios, le premier président de la République de Chypre. Chacun de vous s'est engagé comme lui dans sa vie publique à servir le bien d'autrui dans la société, que ce soit sur le plan local, national ou international. C'est une noble vocation que l'Église apprécie. Lorsqu'il est accompli fidèlement, le service public nous permet d'accroître notre sagesse, notre intégrité, notre épanouissement personnel. Platon, Aristote et les stoïciens accordaient une grande importance à un tel épanouissement, l'eudaimonia, comme un but pour tout être humain. Ils voyaient dans l'aspect moral le moyen d'atteindre ce but. Selon eux, et selon les grands philosophes musulmans et chrétiens qui les ont suivis, la pratique de la vertu consistait à agir conformément à la juste raison dans la recherche de tout ce qui est vrai, bon et vrai. Dans une perspective religieuse, nous sommes membres d'une unique famille humaine créée par Dieu et nous sommes appelés à promouvoir l'unité et à construire un monde plus juste et plus fraternel fondé sur des valeurs durables. Dans la mesure où nous accomplissons notre tâche, où nous servons les autres et adhérons à ce qui est juste, nos esprits s'ouvrent à de plus profondes vérités. Et notre liberté grandit dans son allégeance à ce qui est bon. Mon prédécesseur, le pape Jean-Paul II, a écrit une fois que l'obligation morale ne devrait pas être vue comme une loi s'imposant elle-même de l'extérieur et requérant l'obéissance, mais plutôt comme une expression de la sagesse de Dieu à laquelle la liberté humaine se soumet volontiers. En tant qu'être humain, nous trouvons notre accomplissement ultime en référence à cette réalité absolue dont nous reconnaissons si souvent le reflet dans notre conscience comme une invitation pressante à servir la vérité, la justice et l'amour. Sur le plan moral, en tant que fonctionnaire, vous savez l'importance de la vérité, de l'intégrité, du respect dans vos relations avec les autres. Les relations personnelles constituent souvent le premier pas vers la construction de la confiance et le temps venu de solides liens d'amitié entre les personnes, les peuples, les nations. C'est là une part essentielle de votre rôle d'homme politique comme de diplomate. Dans les pays qui connaissent des situations politiques délicates, de telles relations personnelles, honnêtes et ouvertes peuvent être le prélude d'un plus grand bien pour les sociétés et des peuples entiers. Laissez-moi vous encourager, vous tous qui êtes présents aujourd'hui, à saisir les opportunités qui s'offrent à vous, à titre personnel et institutionnel, pour construire ce type de relations et, ce faisant, à favoriser le bien le plus grand du concert des nations, le bien véritable de ceux qui vous représentez.
Les anciens philosophes grecs nous enseignent aussi que le bien commun est précisément servi par l'influence des personnes dotées d'une profonde perspicacité morale et de courage. C'est ainsi que les politiques sont purifiées des intérêts égoïstes et des pressions partisanes, qu'elles reposent sur des bases plus solides. Plus encore, les aspirations légitimes de ceux qui nous représentons se trouvent protégées et favorisées. La rectitude morale et le respect impartial des autres et de leur bien-être sont indispensables au bien de toute société, tandis qu'ils établissent un climat de confiance dans lequel les échanges humains, qu'ils soient religieux, économiques, sociaux, culturels, civils et politiques, acquièrent de la vigueur et de la richesse. Mais que signifie en termes concrets respecter et promouvoir la vérité morale dans le monde de la politique et de la diplomatie au plan national et international? Comment la recherche de la vérité peut-elle apporter une plus grande harmonie dans les régions du globe qui connaissent des troubles? Je voudrais vous suggérer que cela peut être atteint de 3 façons. Premièrement, promouvoir la vérité morale signifie agir de façon responsable sur les bases des connaissances factuelles. En tant que diplomate, vous avez d'expérience que ces connaissances vous aident à identifier les injustices et les griefs de manière à considérer de façon dépassionnée les intérêts de tous ceux qui sont impliqués dans un conflit donné. Quand les parties s'élèvent au-dessus de leur regard particulier sur les événements, elles acquièrent une vision objective et globale. Ceux qui sont appelés à résoudre de tels conflits sont capables de prendre de justes décisions et de promouvoir une réconciliation authentique lorsqu'ils saisissent et reconnaissent l'ensemble de la vérité sur une question spécifique. Une deuxième voie pour promouvoir la vérité morale consiste à déconstruire les idéologies politiques qui voudraient supplanter la vérité. Les expériences tragiques du XXe siècle ont mis à nu l'inhumanité qui s'ensuit lorsque la vérité et la dignité humaine sont niées. De nos jours, nous sommes témoins des tentatives pour promouvoir des supposées valeurs sous le couvert de la paix, du développement et des droits humains. En ce sens, en m'adressant à l'Assemblée générale des Nations unies, j'ai attiré l'attention sur des tentatives conduites en certains lieux pour réinterpréter la Déclaration universelle des droits de l'homme dans le but de donner satisfaction à des intérêts particuliers qui compromettraient la cohérence interne de la déclaration et l'éloigneraient de son objectif originel. Troisièmement, promouvoir la vérité morale dans la vie publique appelle à un effort constant pour fonder les lois positives et les principes éthiques sous la loi naturelle. Il fut un temps où le recours à celle-ci était considéré comme évident, mais l'ère du positivisme dans la théorisation contemporaine de la loi réclame la réaffirmation de cet axiome important. Les personnes, les communautés et les États, sans les repères de vérité morale objectifs, deviendront égoïstes sans scrupules et le monde un lieu plus dangereux à vivre. D'autre part, en étant respectueux des droits des personnes et des peuples, nous protégeons et promouvons la dignité humaine. Quand les politiques que nous soutenons sont appliquées en harmonie avec la loi naturelle qui est commune à notre humanité, nos actions deviennent alors plus saines et contribuent à un environnement de compréhension, de justice et de paix. Monsieur le Président, chers amis, par ces considérations, je réaffirme mon estime et celle de l'Église pour l'important service que vous rendez à la société et pour l'édification d'un avenir sûr pour notre monde. J'invoque sur chacun de vous les bénédictions divines pour qu'elles vous donnent sagesse, force et persévérance dans l'accomplissement de vos fonctions. Merci.
Voilà, belle méditation du pape sur cette vérité morale ici à cette présidence de la République, dans cette rencontre du pape avec le gouvernement et les autorités civiles. Voilà, applaudissements pour cet orchestre de jeunes. Et vous savez que le mot Chypre vient du mot grec kypros, qui est le cuivre, parce qu'il y a beaucoup de mines de cuivre en Chypre. Et d'ailleurs, dans le drapeau chypriote, vous le verrez tout au cours de ce voyage, il est sur fond blanc avec l'île de Chypre en jaune. Et le Saint-Père salue à nouveau des personnalités civiles et religieuses. Alors, voilà, un cadeau offert au Saint-Père par ces jeunes. On va quitter maintenant la présidence de la République, puisque le Saint-Père va se rendre maintenant dans une école maronite, tout proche du palais présidentiel. Et le Saint-Père va rencontrer la communauté catholique de Chypre pour une liturgie de la parole, et puis un temps aussi avec les jeunes et les enfants. Décidément, cette matinée du voyage est aussi avec une rencontre avec les jeunes, et nous avons vu avec les talents des jeunes musicaux, et puis dans cette école tout à l'heure. Et puis en fin de matinée, nous suivrons la visite de courtoisie au patriarche orthodoxe Chrysostomos II, l'archevêque de Chypre. Deux moments importants donc ce matin, vers 9h45, vous savez que nous pouvons avoir un petit peu d'avance avec le pape, donc restez bien à l'antenne. 9h45, la rencontre avec la communauté catholique à l'école Saint-Maroun, et puis à 11h15, visite de courtoisie avec le patriarche orthodoxe chypriote. Merci de votre fidélité, on se retrouve dans quelques minutes, toujours en direct de Chypre, pour suivre ce voyage important du pape, première visite d'un pape à Chypre. À tout à l'heure.